Salut, mon nom c'est Caroline Côté et je suis super heureuse d'être reçue aujourd'hui à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si t'es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essaies leurs produits. Je niaise pas, c'est un game changer. Les barres Ultra Énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, puis depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui. T'as le goût d'essayer ça? Va sur le nacbar.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 46, toujours à Percé, toujours à Coin-du-Banc, toujours près de la mer, mais cette fois-ci en compagnie de Caroline Côté. Salut Caroline. Salut! Comment ça va? Ah, ça va bien ici, c'est relax. On pourrait pas avoir un meilleur endroit pour faire un podcast. C'est mon premier dehors. C'est le fun, ben oui, écoute, la vie a un rythme différent ici à Percé, je pense. Ouais, c'est en mode vraiment, on prend son temps. Puis on apprécie le café. Là. Tout à l'heure, on est allé en prendre un sur le bord de la mer. Alors, c'était un moment qu'on a vraiment apprécié avec Anne. Ben oui, fait qu'on est là parce que, justement, j'ai parlé avec Anne à l'épisode dernier. Donc, tu es ici à Percé pour parler, pour filmer, documenter son projet Caribou, dans ce cas-ci, la préparation. Mais là, j'ai envie qu'on parle de toi parce que tu arrives d'une expédition, puis les gens te connaissent bien. Puis c'est ça, je le disais aussi pour Anne, je le dis pour toi. Si vous ne savez pas qui est Caroline, je serais surpris. Mais si vous ne le savez pas, allez écouter d'autres podcasts où tu as passé. Allez lire sur Caroline, vous allez voir ton parcours. J'envoie un petit heads up, un petit shout-out à Simon-Pierre Leblanc qui t'a reçu après en quarantaine. Vous avez fait un super survol de ton parcours et de coureuse et de cinéaste. Donc, si vous voulez en connaître plus, en savoir plus sur Caroline, allez voir ça. De mon côté, j'ai le goût qu'on saute dans le vif du sujet. D'habitude, j'accompagne mes entrevues d'une bière. Encore là, il est 7h30, 7h50 là, du matin à Percé. Ça serait spécial d'être sur la bière, mais j'envoie quand même un petit salut à la gang de la microbrasserie Emporium à Québec qui est partenaire depuis plusieurs épisodes. Merci à Stéphanie, merci à toute la gang, puis les gens de Québec et du Québec en général. Si tu peux mettre la main sur ces belles canettes-là, sont noires, sont mat avec le petit branding doré, sont dures à manquer, puis sont excellentes. Donc, merci à la microbrasserie Emporium. Donc, cheers à toi, mais pas de bière. Je connaissais pas ça, mais je vais aller goûter à leurs produits. Ça a l'air super intéressant. Ça vaut la peine. Donc, je l'ai dit en ouverture, tu es cinéaste d'aventure, documentariste, coureuse d'ultra aussi, ce qui rend l'entrevue doublement intéressante. Donc, tu es ici à Percé pour documenter Caribou. Tu reviens d'une expédition dans l'Arctique norvégienne? L'Arctique. Ouais. L'Arctique en Norvège. Exact. Ben, c'est un endroit que moi, je connaissais pas. Au Québec, ici, on est assez loin du Svalbard. Pour moi, d'aller là-bas, c'était vraiment de la nouveauté. Puis, je voulais que ça me sorte de ma zone de confort. Donc, je suis allée là avec mon partenaire Vincent Colliard. Pendant 2 mois, on est parti sur le terrain le 2 février. Puis, on est revenu 63 jours plus tard en ski. Et le Svalbard, l'archipel, c'est situé vraiment au nord de la Norvège. À la latitude 78. Donc, c'est quand même assez haut. Puis, Longyearbyen, c'est vraiment particulier comme endroit parce que c'est quand même situé assez haut, à une latitude de 78 degrés. Donc, les stations-service, les cafés là-bas, c'est tout petit, mais ils se disent tous être la station-service la plus au nord. Donc, c'est particulier. Puis, c'est un endroit où, pendant l'hiver, c'est totalement noir. On n'a aucune lumière. C'est vraiment
pour moi, la première fois que je vivais quelque chose comme ça, là. C'est sûr qu'ici, les nuits, à 4h ou 3h30, au Québec, bon, il fait noir, mais de vivre ça intensément pendant une expédition, j'ai trouvé ça, c'est sûr, plus difficile à un niveau technique, mais ça a été intéressant. Puis sinon, ben, à la fin de l'expédition, on avait de la lumière presque à la totalité de la journée. Fait que ça a fait un gros changement de février à début avril. Ah, c'est ça, 63 jours. Puis c'est quoi, 1000 km que vous avez parcouru? Ouais, une distance de 1123 km avec tout notre matériel dans les traîneaux du début à la fin. Donc, on avait 290 kilos de matériel divisé en deux. C'était énorme, là. Je pensais pas que j'allais être capable de skier avec un traîneau aussi lourd que ça dans mon dos. Mais bon, ça s'est fait. Vous étiez en ski de randonnée, ski nordique? Ouais, c'est des skis qui étaient parfaits pour ce terrain-là, des skis d'expé. Puis on avait aussi la chance d'avoir un partenaire qui comprenait le terrain qu'on allait prendre. Puis là-bas, les Norvégiens utilisent tous ces skis-là. Les Norvégiens sont vraiment bons en ski, là, donc ils suivaient un peu l'expédition en se disant « Ah, ils vont-tu réussir ou ils vont échouer? » Là, c'était un peu... ils se posaient tous la question. Mais finalement, on est arrivé au bout, puis on était vraiment heureux de revoir la petite ville parce qu'on a fait un espèce de grand tour autour de l'archipel du Svalbard. C'est ça. Puis ceux qui connaissent un peu la carte du monde, la géographie, ben la Norvège est déjà très au nord. Puis je voyais, quand je faisais mes petites recherches en préparation de notre entrevue, que c'est carrément à mi-chemin entre le pôle Nord puis le nord de la Norvège. Fait que, tu sais, déjà, la Norvège en haut, c'est haut. Là, on parle vraiment, vous êtes carrément dans le cercle polaire, ou en tout cas, c'est dans l'Arctique, là. Vraiment. Puis c'est l'endroit où plusieurs expéditions partent pour l'Arctique, pour le pôle Nord aussi. Puis c'est un endroit aussi où il y a quelques courses, j'ai vu, qui sont quand même intéressantes. Ah ouais? Ouais. Moi, j'étais trop fatiguée après l'expé pour On faire comprend pas pourquoi. Ouais, pour faire un petit marathon, là, mais je pense que ça vaut la peine là, d'aller voir c'est où sur la carte, puis d'y aller. Je le recommande à tous, évidemment. Comment l'idée est venue comment ça s'est présenté comme opportunité d'aller faire cette expédition-là? Je suppose que tu as traîné, avec ton background de cinéaste, je suppose que tu as traîné la caméra aussi. Ouais, j'ai amené la caméra puis on fait un projet documentaire. Ça va être une série de 6 épisodes qui va sortir très prochainement en octobre. T'es la première personne à qui j'en parle parce qu'on n'avait pas le droit d'en parler, mais ça va être sur Vrai. C'est une nouvelle chaîne de diffusion qui est reliée à Illico. Et on va présenter ça là-bas. On a filmé pendant les 63 jours. Puis il y a un réalisateur qui était là avec nous là-dedans pour compléter puis rajouter des images avant notre départ, après notre départ. Fait qu'on s'est entraîné devant la caméra pour apprendre à tirer, pour être certain qu'on ne se ferait pas attaquer par les ours polaires, par exemple. Donc, c'est toutes des choses qui sont dans le documentaire où, à un moment donné, il fallait se pratiquer pour des choses que moi, je n'avais pas nécessairement de facilité. Puis c'est tout à la caméra, heureusement ou malheureusement pour moi. Ça a tout été filmé, fait qu'on va présenter ça en octobre. Tu étais la meilleure personne, je suppose, pour travailler avec un réalisateur externe puis de comprendre, lui, son point de vue, puis pourquoi il veut tel et tel l'accès à comme tu dis, ces préparations-là qui peut-être étaient plus difficiles pour toi. Ouais, c'est important pour moi de me livrer à cœur ouvert là-dessus parce que c'est un réalisateur que j'admire qui s'appelle Arnaud Bouquet. Puis le projet, a été fait par Toast et Toast Studios, c'est un studio de production à Montréal. Puis ils sont vraiment dans l'humain, tu sais. On refait pas les shots, là. C'est vraiment, tu sais, on prend ce qui est là avec l'émotion qui est sur le moment, puis ça marche bien avec notre équipe parce que tout le monde est sur le même point. J'aime pas ça, tu sais, refaire certains plans. OK, on le refait parce que il faut faire semblant, tu sais. Je suis pas capable. Puis dans mes documentaires non plus, c'est pas quelque chose que j'aime.
Mais là, par exemple, avec le documentaire qu'on va tourner sur Anne Bouchard, la coureuse avec qui je suis ici présentement en Gaspésie, ben, ça va être dans le même genre. Là. Ça va être un documentaire sur elle, d'une façon où cette fille-là est tellement humaine, tellement proche des éléments de la nature, tout ça. Donc, je voulais faire un documentaire sur elle qui allait être très naturel, dans le flow, dans son flow très authentique. Et est-ce que de travailler avec un réalisateur pour votre expédition en Norvège t'a influencé toi comme réalisatrice, comme cinéaste? D'une certaine manière, oui, parce que Arnaud a beaucoup de capacités à un niveau très technique de direction aussi. Puis il va facilement aussi être capable de bien communiquer son idée, où est-ce qu'il veut aller, puis tout ça. Arnaud, c'est un réalisateur qui est venu avec nous sur le terrain à certains moments, au début puis à la fin de l'expédition. Puis il a vécu une nuit, juste pas une nuit en tente, mais il nous a vus à notre dernière journée dans l'expédition. Il est venu nous rejoindre, puis cette journée-là, au Svalbard, il y avait une tempête de vent où il y avait des immenses coups de vent de 30 mètres par seconde. Puis il est venu nous rejoindre dans la tente juste pour capter un peu d'images. Et là, il a vraiment vu la réalité du terrain. Là, ça ressemblait à quoi? Puis nous, on avait été là pendant 63 jours, tout seul, en train de filmer un peu de notre côté. Fait que de revoir quelqu'un de notre équipe, c'était grandiose. Le moment, là, c'était super. Tu sais, quand on part comme ça, autant dans une course de quelques kilomètres ou quelque chose qu'on fait pendant des heures, des journées, on se rend compte qu'on a besoin de communiquer à l'autre puis qu'on est des animaux un peu sociaux, là, dans un sens. Puis après l'expédition, c'est là où j'ai vraiment compris que moi, c'est important dans ma vie là, d'avoir des contacts avec les gens qui m'entouraient. Je pensais que j'étais un peu introvertie. Mais non, quand on part après 2 mois, on a envie de serrer les gens dans nos bras. Je suppose que tu l'avais vécu aussi quand tu étais parti en solo. Le projet, on pourra en reparler un peu plus tard parce que je veux qu'on continue sur cette expédition-là en Norvège. Mais ton expédition Electron que tu avais faite 2000 km au Québec, 100% solo. Ouais. Ça devait être ça aussi quand tu es arrivé à Montréal, de voir des êtres humains puis de reconnecter sans faire de mauvais jeu de mots avec l'aspect électrique du projet, ouais. Mais de voir des humains, ça devait être particulier. Oui, c'est sûr. Dans la première partie, à Natashquan, il y avait pas mal de moments où je me sentais toute seule. Puis là, tu as fait des expéditions avec des groupes, tu as fait des expéditions en solo. C'est-tu la première fois que tu partais en expédition aussi longtemps, vraiment à 2 personnes? Oui, définitivement. 63 jours, c'est comme le maximum. Je pense qu'on peut partir, en tout cas pour ma part, avec un certain nombre de nourritures. Puis nous, on avait 70 jours d'empaqueter là, dans nos traîneaux. Et ben c'est particulier, tu sais, de partager la tente avec quelqu'un. C'est notre partenaire. Moi, tu sais, dans le cas de Vincent, c'est mon copain, mon conjoint. Fait que d'être en couple pendant 63 jours dans un petit espace, une tente qui fait pas plus que 3 mètres par 2 mètres, ça fait un peu mieux connaître la personne avec qui on passe sa vie. Puis c'est intéressant parce que malgré tout, on a passé par-dessus plusieurs défis ensemble. On s'est vus dans nos pires moments. Vincent m'a même aidé à aller aux toilettes pendant l'expédition parce qu'il y avait trop de vent, donc il a dû me tenir. Puis c'est tous des moments où, après coup, on rigole de tout ça. Mais pendant l'expédition, on n'était plus vraiment un couple, on était vraiment 2 partenaires, un peu des soldats devant la tempête ou devant ce qui s'en venait comme défi devant nous. Puis on oubliait, tu sais, on s'est jamais vraiment, on n'a pas eu le temps de s'embrasser ou de se coller. C'était vraiment juste, on survit. Puis c'était beau pour moi de voir Vincent dans ce contexte-là parce que je le connaissais plus comme un explorateur polaire. Lui, il a vraiment plus d'expérience que moi, mais je le voyais vraiment comme plus d'une façon extérieure. Puis là, pendant l'expé, je l'ai connu sous un autre angle. Puis c'est vraiment quelqu'un qui
m'a aidé à certains moments, qui m'a soutenue. Puis on a partagé des petits défis là. J'en doute pas. Puis, tu sais, des fois, moi, je parle beaucoup avec des coureurs, des coureuses d'ultra. Puis, on dit à quel point, dans une course qui peut prendre 15, 20, 30 heures, 40 heures, on revient à la base de ce qu'on a besoin, c'est-à-dire les besoins vitaux. Donc, se nourrir, s'hydrater. Puis, c'est pas mal tout, se déplacer dans ce cas-ci. Mais j'ai l'impression, tu sais, je préparais l'entrevue, puis j'ai écouté ce que tu fais. Ça fait longtemps que je te suis, que je vois tes documentaires. Puis moi, chaque fois, quand je ressors d'un festival de films de Banff ou de ce genre de documentaire-là, je me dis, là, c'est un autre niveau parce que c'est sur une longue période. Puis d'être aussi longtemps dans les besoins vitaux, les besoins primaires, ça doit être un méchant clash quand tu reviens en société et tu as accès à un robinet. Tu sais, moi, je me rappelle la scène de Castaway avec Tom Hanks sur son île déserte, la première fois qu'il revient puis qu'il ouvre un robinet puis qu'il allume un briquet. Mais bon, je m'éloigne, mais ça doit être spécial, le retour à la réalité après 63 jours en tandem dans le Nord. Ah, c'est vraiment l'image que j'ai, moi aussi, quand on pense à un film là, qui pourrait représenter ça. Puis je pense que le lien avec l'Ultra Trail, c'est ça. On se retrouve rapidement livré à nous-mêmes dans un contexte qui est souvent complexe, qui nous dépasse totalement. Soit ça va être la nuit, on va courir, on va manquer juste un peu d'eau ou on va manquer une barre, puis ça va nous faire vivre dans notre corps des sensations qu'on n'a jamais expérimentées avant. Fait que c'est ce que la course entre elles m'amène, c'est des petits moments, des fois c'est des longs moments là, quand on parle de longue distance, là. Des courts moments dans ma vie où j'ai l'impression de vivre tout plus intensément. Puis les expéditions, ça peut durer 2 mois, mais c'est un peu des petits ultras là, à chaque jour. Et j'aime ça en faire beaucoup des courses de longue distance ici au Québec ou ailleurs parce que ça me convainc de me dire que je suis à la bonne place puis que je fais le métier que j'aime puis que j'ai envie de repartir en expédition pour revivre ce genre d'émotions-là. Mais c'est sûr que quand on est livré à nous-mêmes sur une course, que ce soit la nuit, par exemple, où on est dans la jungle peut-être ou un endroit où on n'est pas nécessairement familier, rapidement, on tombe en situation de sentir, peut-être au premier niveau, là, comme tu dis, on pense à manger, boire, aller aux toilettes, puis avoir chaud, là, c'est complexe. Tu sais, dans la vie, je pense qu'il n'y a pas d'autres moments où ça peut arriver, ce genre de truc-là. Non, puis on passe dans une vie où on a beaucoup de stimulation, de stimuli externes, que ce soit des gens qui te demandent de faire des podcasts, et non, mais tu sais, les médias sociaux, la vie sociale, tu sais, en ville, tout va vite. Tantôt on disait en ouverture, le rythme est différent per se, mais je suppose qu'en expédition comme ça prend le temps prend un tout autre rapport. Tu sais, le rapport au temps doit être complètement différent. Ouais, j'ai eu un peu un breakdown en revenant. D'habitude, je me dis que c'est un peu un jeu, puis je m'y fais parce que les réseaux sociaux, ça m'aide aussi dans ma carrière, puis j'aime ça partager certaines histoires que j'ai vécues, j'aime ça en écouter d'autres. Donc, je passe beaucoup de temps, pour vrai, sur les réseaux sociaux, puis ça m'a vraiment amené un peu d'anxiété quand je suis revenue. Ça m'a amené une espèce de sensation de détachement avec ce que je vivais. Je pense que sur le terrain, tu sais, au Svalbard, j'avais vécu des choses quand même assez intenses, puis je me sentais complètement déconnectée quand je faisais descendre la page de mon Facebook, puis c'est là où je me suis demandé, tu sais, c'est quoi ma quête, qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie, puis je me suis dit que tout ce qui était la communication, ça allait prendre un deuxième niveau. Mm-hmm. Que qui j'étais, c'était pas nécessairement sur le web, c'était vraiment moi qui étais sur le terrain, ce que je ressentais. Puis c'est un peu le clash parce que, tu sais, en filmant beaucoup, j'ai de la misère à me connecter des fois avec la situation dans laquelle je me trouve ou quand je vois des belles choses ou la faune ou la flore qui est là autour de moi, quand je prends la caméra, on dirait qu'il faut que je sois ailleurs. Il faut que je sois en train de penser à OK, c'est-tu les bons réglages cam?
Puis ça m'éloigne tellement. Puis ça fait tellement longtemps que j'ai fait une expédition où j'ai pas filmé, où j'ai pas rien pris en photo, par exemple, que ça me donne envie de le faire. Mais maintenant, tu sais, on peut-tu vraiment se le permettre de partir 2 mois puis pas faire de projet avec ça? Surtout quand c'est ton métier. Ouais. Je sais pas. C'est une bonne question. J'aimerais ça. Puis on va voir. J'aimerais bien. Je voyais que dans cette expédition-là, un des enjeux, tu en as parlé tantôt, c'est les ours. Je disais que la population humaine est plus basse que la population d'ours polaires sur cette île-là. Comment on vit avec ça? C'était-tu un stress constant ou on finit par s'habituer à ce degré de risque-là? On avait entendu beaucoup d'histoires comme quoi il y avait eu des attaques récentes sur l'archipel. C'est une place qui est quand même assez recouverte d'ours polaires. Il y a environ 3000 ours autour de nous. Puis Longyearbyen, c'est environ 2000 personnes, plus une autre petite ville de mines. Une ville minière où il y a peut-être 600 000 personnes. Donc, ouais, les ours sont présents, mais tu sais, pour moi, ça représentait vraiment leur territoire. C'est comme dire, OK, ben on s'en va vous déranger, puis on espère qu'on va pas vous croiser. Tu sais, fait que je me suis dit que le mieux, ben, c'est qu'on fasse comme si de rien n'était, qu'on passe sur l'endroit, puis qu'on voit la journée même qu'est-ce que ça allait, comment ça allait se passer avec les rencontres qu'on allait faire avec les ours. Puis on en a eu 2 rencontres. Une à environ 100 mètres de nous, qui était assez surprenante. Ça m'a vraiment marqué parce que les ours, c'est comme les humains, ils ont tous leurs caractères très différents. Puis un matin, ils peuvent se lever, pas avoir mangé, puis juste avoir envie d'être en colère, tu sais. Puis ça va varier beaucoup. Fait que j'étais vraiment excitée la première fois qu'on a vu un ours. Je voulais savoir la réaction que cet ours en particulier allait avoir avec nous. Donc, il nous a sentis. Puis, il y a eu un désintérêt par la suite. Donc, il s'en allait, lui, dans une direction. Nous, on allait dans la direction opposée. Fait qu'on a préparé des armes juste au cas. Comment ça fonctionne, c'est qu'on a une arme qui va faire du son vraiment fort, mais qui peut pas être dangereuse pour l'ours. Okay. Puis, au dernier moment, si jamais il y a un rapprochement qui se fait là, vraiment proche, moi, c'était la dernière chose que j'espérais, mais on a une arme pour notre sécurité. Mm-hmm. Ouais. Fait que tu dis 2 rencontres. L'autre, ça a été un peu plus loin. Ouais, la deuxième rencontre, c'était un jeune qui est parti en courant dès qu'il nous a vus. Et c'est bon, tu sais, de ne pas avoir eu de rapprochement avec les ours parce que on veut pas qu'ils s'habituent aussi aux hommes. Je pense que c'était le meilleur. Ouais, puis comme tu dis, c'est pas eux qui viennent brimer ton aventure, c'est toi qui es sur leur territoire. Fait qu'il y a une forme de respect là-dedans, je suppose, qui est importante. Puis c'est de quoi pas qu'on oublie, mais j'ai l'impression que, tu sais, l'être humain est très... on prend de la place, puis tout ça. Puis, tu sais, je me rappelle la première fois que mes parents ils ont un chalet au Saguenay, puis il y a plein de faune, c'est vraiment trippant. Puis à un moment donné, il y a eu un problème de souris au chalet. Puis oui, tu te dis, ah, c'est plate, on est dans un chalet, puis tout, puis il y a des souris. Puis j'étais comme, je leur avais dit, ben tu sais, c'est nous autres qui... Ben, tu sais, eux, ils ont acheté un chalet fini, mais bref, on est venus se bâtir dans leur coin à eux, tu sais, les autres, le fin fond du Saguenay, dans Mont-Valin, ils étaient là avant nous autres, puis ils vont être là après nous autres, puis il faut apprendre, on s'entend, là, je suis en train de comparer des souris et des ours polaires, mais le rapport à la faune est le même dans le sens où on est dans leur environnement à eux. Ouais. Apprenons à vivre avec eux. Il y a des moyens de sortir les souris, il y a des moyens de s'éloigner des ours, mais c'est nous qui ne sommes pas à notre place. T'sais. Exactement, je suis tellement d'accord avec toi par rapport à ça. C'est comme, en ce moment, je pense qu'il y a comme beaucoup de chenilles dans certains arbres là, au Québec. Tout le monde en parle, puis on essaie de régler la situation, mais c'est juste une phase, tu sais, ça va se replacer dans les prochaines années, puis on voit ça des fois un peu comme un problème où il faut régler ça, mais je veux dire, on fait partie de tout ça. Des fois, il n'y a pas de solution, puis c'est juste beau à voir. C'est des changements qui se passent autour de nous. Je trouve ça intéressant, ouais. Oui, puis il y a tellement d'endroits ou de situations qu'on lit, qu'on entend, qu'on voit dans les documentaires sur
l'impact négatif de l'être humain sur ces populations-là. Puis s'il y a un dérèglement, il ne serait pas arrivé si c'était pas nous qui n'étions pas allés jouer là-dedans. Ouais. Fait qu'il faut apprendre à leur laisser la place qui leur revient, qui est à eux. Ouais, c'est un peu par notre faute, tout ce qui arrive. Est-ce qu'il y avait une vocation? Parce qu'il me semble que j'ai lu ça quelque part quand je regardais par rapport à ton aventure, ton expédition en Norvège. Il y avait une vocation aussi d'aller constater les changements climatiques ou constater l'impact encore là de l'homme pour revenir sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu as pu voir pendant ces 63 jours-là en Norvège? Tu sais, ça m'a vraiment... ça m'a quand même assez marqué parce que le Svalbard, il y a beaucoup de scientifiques qui sont basés là-bas pour étudier la glace. Puis on le sait, dans le Nord puis l'Antarctique, par exemple, on voit l'impact tellement plus rapidement qu'ailleurs sur la fonte de la glace. Puis quelques degrés peut transformer totalement le paysage. Nous, c'est arrivé quand on est allé au bout d'un fjord. Les gens de la ville nous avaient dit « Oui, pas de problème, passez là. » Puis la glace, à chaque année, se rétracte. Donc, fait place à vraiment beaucoup plus d'eau. Et cet hiver, malheureusement, ça n'a pas été possible de passer par là. Donc, il a fallu qu'on change notre itinéraire, qu'on remonte sur un plateau qui nous a coûté à peu près 1 ou 2 bonnes journées là, de ski en plus. Puis beaucoup d'altitude à aller reprendre, juste parce que, justement, ça passait là, il y a des années. Là. Puis maintenant, il y a des kilomètres et des kilomètres qui sont partis. Donc, il n'y aura plus jamais de glace normalement à ces endroits-là dans les prochaines années. Et, tu sais, il a quand même fait 30 degrés là, récemment en Arctique. C'est incroyable. J'arrive même pas à le croire encore, mais... Ouais, voilà où on en est. Ben, j'essaie d'en parler. Je pense que certaines photos, certaines vidéos, pour moi, ben, c'est peut-être le moyen que je prends pour exprimer mon angoisse ou mon anxiété face à ça. J'aimerais ça faire une expédition aussi, peut-être dans les prochaines que je vais faire, où je donne la place à un biologiste ou quelqu'un qui se connaît vraiment... plus que moi. J'aimerais ça donner la voix à un spécialiste, tu sais. Peut-être dans une autre expé que je vais faire. Quelqu'un qui va pouvoir le vulgariser aussi. Vraiment. Parce que, tu sais, on peut le constater, nous, en tant que, dans ton cas, une aventurière qui fait des expéditions et tout, mais de comprendre le pourquoi, puis comprendre l'impact réel que ça a. Puis des fois, on ne se rend pas compte l'impact... tu sais, on voit, on constate, comme là, tu parles de le retrait des glaces et tout, c'est palpable, ça se voit. Mais eux comprennent 50 ans, 100 ans, 1000 ans d'avance, puis savent que ça, c'est le signe de... C'est une réaction, c'est une réaction de cause à effet, puis c'est une réaction en chaîne qui va se passer. Oui, exact. Non, c'est... je pense que si jamais il y en a qui ont de l'intérêt par rapport à ça ou ont envie de faire quelque chose, je sais que le Svalbard, en ce moment, recherche beaucoup de personnes pour faire des recherches. Donc... je connais quelques Québécois qui sont allés là-bas, mais encore là, moi, c'est sûr que je vais y retourner pour documenter un peu plus l'endroit, prendre mon temps, peut-être parler un peu moins d'expédition, mais du climat ou... ouais. Je me demande tout le temps, quand je vois ces documentaires-là, l'aspect logistique derrière traîner, oui, l'équipement pour documenter, ne serait-ce que plugger. Je suis arrivé tantôt ici, on était à Coin-du-Bain, il y a des plugs électriques partout. J'étais comme, OK, où je peux me plugger pour le micro et tout? Là, t'es dans la brousse, là, une brousse arctique, mais je veux dire, t'es vraiment dans la nature. Comment on fait pour, oui, le gear, mais comment on fait pour faire des backups? Comment on fait pour recharger les piles quand on est 63 jours dans l'Arctique? Il y a beaucoup de risques à prendre avec le matériel vidéo, là, je t'avoue. On est à la merci de l'environnement. Tout est plus complexe. Les disques durs, on en a acheté pour faire une espèce de backup sur place. Les disques durs ont gelé. Donc là, j'avais juste les cartes mémoire une fois où je devais être certaine qu'ils soient bien rangés dans un caisson étanche puis tout ça parce que j'avais pas de backup. Ça me stressait vraiment beaucoup parce qu'on avait un projet documentaire à filmer. C'était quelque chose. Puis les batteries, en fait, c'est que on
peux brancher ça nulle part, tu sais. Fait qu'il fallait partir d'habitude avec des panneaux solaires. C'est ce que je fais dans d'autres expéditions, mais là-bas, au Spitsbergen, ce qui arrive, c'est que c'est la nuit en février. Donc, il a fallu qu'on amène des batteries pour charger les batteries, ce qui était vraiment lourd. Ça a été une bonne façon, je pense, de procéder, mais c'est ça, on a eu quelques moments dans l'expédition où il faisait moins 35, moins 40. Là. Donc, les batteries ont vraiment arrêté de fonctionner là, à certains moments. C'est la même chose pour les réchauds. Ça a été des périodes où on se demandait si on allait pouvoir finir l'expédition. Là. Ah ouais? Ouais. Ça mettait même en péril l'expédition. Ah ouais, parce qu'on n'arrivait plus à faire chauffer l'eau. Les réchauds, ce qui arrivait, c'est que ils sentaient le brûler d'une façon vraiment étrange. Le gaz avait pas la même consistance à moins 35 qu'à, par exemple, moins 10 ou moins 20 degrés. Fait que c'est toujours des apprentissages. On veut prendre le meilleur équipement possible, avoir tout ce qui est le plus étanche possible. Puis, mais les vrais tests, c'est vraiment sur le terrain quand il fait moins 35 avec un bon vent là, qui est là. Fait que, ouais. Je pense que tu peux te préparer de la meilleure manière que tu peux. Tu as de l'expérience aussi en expédition, mais chaque expédition doit avoir ses particularités puis ses défis, puis tu peux juste aller sur le terrain puis espérer que tout fonctionne. C'est vraiment le cas. J'étais avec l'explorateur, comme je vous disais, Vincent Colliard. Je pars avec lui pour cette expédition-là, puis c'est intéressant parce que lui a une technique différente que moi. Tu sais, on a la technique à la québécoise de faire du camping extérieur d'hiver, par exemple. Vincent avait aussi plusieurs techniques. Donc, nos deux expériences du passé, tu sais, c'était intéressant de voir comment on pouvait les merger ensemble. Puis, avec le parcours de course que j'avais, de course entre elles, peut-être que ça l'a amené une façon différente de faire à Vincent. À cause de ça, on est parti vraiment léger parce que moi, je veux jamais amener plus de matériel que ce qu'il faut. Je pense que c'est un peu comme on essaie de faire en trail running, tu sais. Puis Vincent, maintenant, a une approche qui est peut-être super différente par rapport à l'expédition. Puis moi, la même chose avec son background en expédition polaire. J'ai acquis beaucoup de connaissances. Fait que les deux, on s'est amené un peu ça, tu sais, des échanges sur les façons de faire. Puis maintenant, on part léger avec le moins de choses possible, puis c'est intéressant. Vous êtes influencés l'un l'autre. Vraiment, oui. C'est beau, c'est le fun. Tu parles de l'influence du trail running un peu sur ta pratique de l'expédition. C'est ça que je voulais voir avec toi, parce que je suppose que les deux disciplines se complètent, mais se nourrissent l'une l'autre. Tu sais, c'est quoi les apprentissages que des expéditions comme ça te donnent quand vient le temps de faire une course? Je regardais les courses que tu as faites et je me disais, elle revient de 63 jours en Norvège en autonomie. Soudainement, un 100 miles, ça doit être de la petite bière, mais en même temps, complètement différent. Comment tu vois la relation de ces deux disciplines-là? Wow! Déjà, c'est un sujet qui me passionne. Qu'est-ce qu'un apporte à l'autre? Et moi, je pense que tout ce que j'apprends en trail running, c'est vraiment d'être comme une auto de course, le plus efficace possible, le plus léger, perdre le moins de temps possible pour atteindre une destination. Ça m'a aussi aidé, je pense, les trail running, à comprendre l'alimentation d'une meilleure façon. Tu sais, vu qu'on processe un peu tout rapidement, on apprend à chaque course comment notre corps est fait. Hein? Puis, je sais pas, toi, j'ai eu quelques problèmes à ce niveau-là. Tu sais, au début, moi, je pensais qu'il fallait manger des carbs, tu sais, juste avant la course. Puis, tu sais, on disait toujours, ouais, les carbs, c'est bon pour te soutenir sur des longues distances. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, là, je commençais à Arcana, là, je faisais un 65, puis j'étais là, OK, je suis prête, j'ai mangé mes pâtes, là, tu sais. Puis, je pensais que c'était comme la chose à faire où je prenais beaucoup de sel, tu sais, des capsules de sel, mais pas au bon moment. Puis c'était pas nécessairement le best pour moi à ce moment-là à faire. Là, j'en prenais beaucoup trop. Donc, l'ultra trail m'a amené à voir mon corps comme
à la manière d'une auto de course qu'on prépare pour faire des laps. Puis, j'ai dû faire appel à plusieurs experts là, pour me préparer en trail running. Et la même chose pour l'expédition. Puis, c'est vrai que la performance, pour moi, s'acquiert avec le fait de dire qu'on ne doit rien apporter en plus. Donc, il faut partir prêt. Il faut savoir vraiment et connaître nos besoins. Donc, j'ai essayé pour l'expédition que je viens de faire, là, de terminer au Svalbard, d'amener le moins de nourriture possible parce que faut savoir qu'un sac de nourriture là, pour une journée, là, c'est du poids, là, c'est vraiment beaucoup. Puis le gaz aussi pour une journée, c'est énorme. Donc 70 petites bouteilles rouges là, comme MSR, c'est ce qu'on avait dans nos traîneaux. Puis c'est là où, par exemple, d'apporter moi une journée en plus, ça m'énerve parce que je sais que je vais la traîner dans mon traîneau. Alors, pour cette fois-ci, j'ai essayé d'être vraiment, vraiment légère. J'en ai amené un peu moins que prévu. Donc, ça l'a fait en sorte que j'avais moins de calories par jour. Et au bout de 2 mois, c'était à ma limite. J'aurais pas pu continuer, je pense, 2 semaines en plus. J'avais atteint, je pense que j'étais à mon niveau maximum de ce que je pouvais endurer. J'ai perdu vraiment beaucoup de poids. Puis à la fin, j'avais de la difficulté à faire des idées dans ma tête. Tu sais, j'avais de la difficulté à construire un peu comment ça allait se produire là, dans les prochains jours. J'avais de la difficulté à garder le cap. Puis tout ça juste à cause qu'il manquait quelques calories. Tu sais, puis autant en course, on le constate qu'on manque de sucre. On vit une période, on dirait que c'est la fin de la vie. Là. Puis en expé, je l'ai vécu, mais sur une plus longue période. Mais je savais qu'à cause de la course en trail running, je savais c'était quoi d'aller puiser dans le fond de son énergie. Là, il fallait juste que je sois capable de le faire durer sur du plus long terme. Est-ce que c'était plus sournois? Parce que comme tu le dis, quand on a une baisse de sucre ou qu'on manque quelque chose dans une course, quand on crash, je le sais que c'est assez instantané, que ça va bien, puis le moment donné, boum, les jambes avancent plus ou le mental y est plus. Là, comme c'était une diminution calorique, mais c'était sur une longue période, c'était-tu plus sournois, puis ça a pris du temps avant que tu t'en rendes compte? C'était vraiment sournois, puis j'avais à faire un effort physique assez important à chaque jour. Et là, à un moment donné, physiquement, j'y arrivais, mais mentalement, je cassais plus facilement. C'était vraiment l'esprit qui a cassé avant le corps. Le matin, je me levais, puis les larmes coulaient toutes seules parce que je me sentais pas capable, en n'ayant pas trop de calories là, dans mon alimentation, à finir la journée. Donc, c'était vraiment la tête là, que je trouvais le plus difficile à régler avec tout ça. C'était quelque chose. Puis finalement, on a réussi à s'en sortir. Je pense que, Vincent, il y avait un peu plus de nourriture, fait qu'il m'en a donné, puis on a réussi comme ça. Puis juste de rajouter un peu de sucre, ça l'aide la tête à rester positive. Même chose en course, c'est là où tu reprends une petite barre, puis tu retrouves le moral, puis tu continues, tu sais. Je pense que aussi la perte de poids, la perte d'énergie, ça se traduit parce que c'était pas juste de vivre là-bas que vous aviez, il y avait des efforts consistants. C'était combien de kilomètres par jour que vous pouviez faire dans des conditions extrêmes? C'était à peu près 20 kilomètres par jour dans un environnement souvent qui était assez plat, où il fallait trouver vraiment le meilleur chemin pour passer. Tout ça en étant assez rigoureux dans le chemin qu'on allait prendre pour pas passer par des crevasses ou des endroits qui étaient pas gelés où c'était plus de l'eau. Donc, c'était chaque journée, c'était comme une petite victoire d'arriver au bout puis de continuer puis de faire la journée d'après. C'était comme ça que je le voyais. Un petit ultra chaque jour. Vraiment. Ça ressemble un peu à ce que Anne s'en va faire, où tu vas la suivre avec son projet Caribou. De chaque jour, il y a une aventure à recommencer.
Anne, elle se lance dans un défi tellement grand, puis c'est pour ça que je l'accompagne là-dedans. Donc, elle l'a dévoilé dans l'épisode juste avant le mien, je pense, mais son défi qui est de traverser une grande partie de la Gaspésie. C'est combien de kilomètres qu'elle s'en veut faire? C'est 635. C'est 635. Donc, pour moi, de filmer Anne, c'est important parce que j'ai envie de partager ça, des gens qui osent rêver grand. Ça représente beaucoup. Puis cette femme-là, ben, je la trouve vraiment inspirante. C'est pour ça que je me joins à elle sur le projet Caribou. Ouais. C'est ça, tu as un parcours de cinéaste où tu as filmé des aventures, mais tu as aussi ton rapport au trail running qui est grand. T'sais, moi, j'ai adoré le documentaire Balance sur Mathieu Blanchard. Ouais. Pour faire un lien avec le SIA que lui aussi a fait l'an passé. Les guerriers du Grand Raid, c'est le fun de vivre des expériences comme ça. Puis ce que j'aime, c'est que c'est jamais axé que sur la performance. Puis ça, je te lève ma tuque à ce sujet-là. C'est qu'il y a toujours l'expérience humaine. Puis je pense que c'est ce qui fait les meilleurs documentaires. J'ai fini par connaître tous les documentaires de trail sur YouTube parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais ceux qui marquent, c'est pas nécessairement celui d'une performance ou associé à une... Il y a tellement de bons documentaires de ligne d'arrivée puis de records. Puis un des documentaires que j'ai trouvé le plus beau à voir, c'est Courtney Dauwalter quand elle a abandonné la Western State. Parce que, tu sais, Salomon va arriver là avec l'ambition, on va la filmer, elle va battre un record du parcours, ça va être malade. Finalement, la fille de DNF. Puis ils ont fait un documentaire hyper humain où tu as l'histoire, puis tu as tous ses parents qui sont là pour faire le crew. Puis il y avait quelque chose de très humain là-dedans. Puis c'est ce que je retrouve aussi dans tes documentaires, en tout cas ceux de courses que j'ai vus, que justement, on focus sur l'histoire humaine encore plus que sur l'histoire sportive. Hein. C'est vrai, puis en ce moment, c'est peut-être la vague où on s'en va. Pas de filmer, tu sais, avec les drones, tu sais, tu peux avoir une équipe, là, genre, immense, filmer un film, puis ça sera pas nécessairement bon parce que maintenant, on dirait qu'on est plus dans... On le sait, c'est quoi filmer un film, on le sait, c'est quoi, qui a derrière la caméra, tu sais. Donc, c'est vraiment... on est peut-être rendu ailleurs où on devrait peut-être se tourner vers tout ce qui est authentique, les vraies émotions, puis, tu sais, je dirais pas que... Je filme d'une façon, là, je suis vraiment pas la meilleure pour filmer, vraiment pas, loin de là. Puis moi, ce que je veux vraiment oser faire, c'est de plonger dans le ressenti des émotions vécues par Anne, par exemple. Puis le film de Balance, c'est un peu ça, c'est que j'avais une porte ouverte sur Mathieu qui était là, puis que je suivais pendant quelques mois. Puis je trouvais que ces apprentissages allaient servir aux autres. Mathieu Blanchard, c'est quelqu'un d'axé aussi vraiment sur son environnement qui sait comment se dépasser. Puis je trouvais ça intéressant, le lien qu'il entretenait avec son environnement, l'eau et la forêt. Donc c'est pour ça que j'étais allée vers lui. Mais je ne sais pas si tu as vu le documentaire de Adam Campbell. C'est un coureur qui vit dans l'Ouest. C'est vraiment un beau documentaire, ceux qui l'ont pas vu le savoir. Donc lui, c'est le lien qu'il entretient avec l'environnement, mais il y a eu un gros accident dans le passé. Ah oui, OK. Je sais exactement de quoi tu parles. Il est tombé en faisant de l'escalade. Non, je pense qu'il faisait du running en altitude quand même. Puis il est tombé avec 2 ou 3 autres partenaires, puis il fait un réapprentissage. Donc c'est vraiment un film que j'ai adoré. Puis c'est pas parce que les shots sont belles, c'est parce que son histoire est intéressante, tu sais. Puis l'autre histoire que j'aime vraiment, c'est celle de Ryan Sanders. Je sais pas si tu as vu la traversée du Népal qu'il a faite. Moi, c'est le genre de truc qui me branche vraiment, là. Ouais. Ben, c'est ça, parce que je pense qu'il y a des documents de trail sur une course, un moment. Oui, il y a ça, mais tu sais, juste logistiquement parlant, tu peux pas suivre un athlète sur le parcours, tu peux le voir à Vito et tout, alors que souvent, ces aventures-là de multi-jours, le documentaire sur Carl Melzer qui bat le record de l'Appalachian Trail, ces records-là, un peu ce que Anne s'en va faire, c'est records ou juste ces performances-là sur multi-jours, tu as cette évolution-là, c'est ce qui est intéressant, puis c'est là que, comme tu dis, ça va être des athlètes élites, des athlètes peu importe le niveau, ce que les gens en retiennent, le commun des mortels qui court des 5 km route ou des ultramarathons mid-pack, backpack, s'en retire quelque chose, alors que si c'est seulement axé sur la performance, c'est vraiment impressionnant, c'est fascinant.
qu'est-ce que tu en retires, toi, comme le mid-packer moyen? Ben, c'est cool. T'sais, alors que quand il y a une histoire, puis je pense que c'est ça la clé dans ce que tu fais, c'est le storytelling. Puis Anne me disait que tu allais aussi gérer ses médias sociaux. Puis moi, je travaille là-dedans. Puis c'est ce que je dis à mon équipe, c'est qu'il faut raconter des choses. Des belles photos pour des belles photos, ça fait wow pendant 2 secondes. Tu as un like qui dure 3 secondes, puis c'est fini, le monde passe à autre chose. T'sais, dans un environnement où on se fait bombarder de partout, ce qui va faire que les gens vont cliquer puis aller lire un article, ce qui va faire que les gens vont aller voir un documentaire, vont s'intéresser plus loin que le post, like, on passe au prochain appel. C'est l'histoire, c'est le storytelling, c'est la façon de le faire. T'sais. Ah, je suis d'accord avec toi, là. Tant mieux si on est rendu là dans le monde d'aujourd'hui de revenir en arrière puis de se reconnecter tous ensemble. Puis, je pense que moi aussi, ça va me mettre au défi, tu sais, de suivre Anne dans cette aventure-là. Puis, moi, je vais être inspirée, d'après moi, à travers toute cette aventure-là. Et ben, j'espère être capable de le rendre en image. Puis, en tout cas, pour moi, ça va être vraiment là, de la nouveauté de... Pas de faire un film de trail running parce que j'en ai déjà fait, mais de suivre une femme là-dedans. Là. J'ai hâte de voir. J'ai des questions à lui poser. Puis il va y avoir pas mal de discussions intéressantes là, qu'on va faire, je pense. Non, j'en doute pas. Puis c'est ça avant tantôt quand on parlait. Mais tantôt. La semaine passée quand l'épisode est paru, mais tantôt quand on a enregistré, elle me parlait de ma discussion que j'ai avec Caroline Chavreau, qui est une maman coureuse d'ultra. Une femme dans le monde de l'ultra, j'en ai parlé avec plein de coureuses inspirantes. Il y a quelque chose de différent dans le rapport au temps, le temps familial. On dirait que la société s'attend à ce que le père parcourt la fin de semaine 4 heures, mais que la mère, non. Puis tu sais, je dis pas ça parce que c'est mon opinion, au contraire, mais on dirait que socialement, il y a cette espèce de norme-là, cette pression-là. Puis Anne disait qu'elle vit un peu, puis Caroline Chavreau me l'expliquait exactement comme ça. De dire, tu sais, je me choisis le temps d'une fin de semaine d'aller faire une course, puis il y a des gens, des collègues qui regardent ça, puis c'est particulier, tes enfants n'étaient pas là. C'est particulier, je trouve, cette pression-là, puis ça va être intéressant de le vivre à travers Anne aussi, qui est une mère, j'ai aucun doute, exceptionnelle, puis qui se lance sur un défi complètement fou en Gaspésie. Là. Je pense qu'en étant dans le monde du trail pour Anne, ça l'aide à garder une balance, une stabilité dans sa vie, chose qui est présente pour pas mal de coureurs. Moi, c'est la même chose. Puis d'avoir des enfants dans ce contexte-là, d'avoir une famille, je suis sûre que ça l'amène des centaines de défis, mais en même temps, je suis sûre qu'elle est une meilleure mère, tu sais, à cause de ce qu'elle vit sur les sentiers. Il y a tellement d'apprentissages qui sont bons pour les enfants après aussi là-dedans. Ben oui. Fait que ça revient, c'est un cycle, puis ça doit inspirer ses enfants aussi, puis elle doit être inspirée après par ses enfants. Oui, puis j'en parlais avec Caroline Chavreau, tu sais, c'est le fait que des athlètes qui sont commandités, qui font ça à temps plein, ce que Caroline n'a jamais fait, même quand elle était la meilleure coureuse de trail au monde, oui. Ben, il y a l'entraînement, mais elle le faisait à travers son boulot, la vie familiale avec des jeunes enfants. C'est con, mais il y a une préparation de l'ultra là-dedans que d'autres n'ont pas. Tu sais, quand tu es payé, puis très peu le font, mais quand tu es 100% dédié à la trail, tu t'entraînes, tu as la récupération, tu as ta nutrition, puis tu as juste ça à focusser. Elle le faisait à travers plein d'autres choses, manque de sommeil. Elle racontait que sa CCC, la veille, elle avait mal dormi, elle pogne son char tout seul, à part par la CCC, personne ne la connaît, elle gagne la course. Mais moi, dans ma tête, il y a une préparation là-dedans, un peu comme pour revenir à toi, les longues expéditions, il y a une endurance qui vient avec ça. Tu n'es pas en train de courir quand tu as fait ton 63 jours en Norvège, mais il y a une endurance immense qui doit nécessairement te servir le jour que tu vas remettre un dossard. Là. C'est vrai, il y a quelque chose dans le trail running qui est acquis aux forces des années, avec le temps. Il y a plusieurs... je sais pas si tu me diras là, si tu connais peut-être le sujet un peu plus que moi, mais j'ai l'impression que dans le trail, on devient meilleur à force d'en faire. Et des fois, tu peux avoir des athlètes, justement, qui sont... Je vois des gens qui courent là, jusqu'à... il n'y a pas de limite en course, mais des athlètes qui ont 40 ans, là, qui courent, puis c'est des brutes, là. Puis on dirait que peut-être qu'à 18, 20 ans, des fois, cette connaissance de la douleur puis de l'endurance est peut-être pas encore connue totalement, tu sais. Puis c'est pour ça que j'adore le trail, c'est parce que
chaque course t'amène à devenir meilleur à l'autre, vraiment, tu sais. Puis chaque course t'emmène dans des zones que tu connais peu de ta personne. Mhm. Puis après, ben justement, tu sais à quoi te tenir et de là l'importance peut-être pour moi de continuer à courir. J'en apprends tout le temps. Puis, tu sais, on sait, le trail, les ultras, tu as fait du 100 miles, ça demande une lourde charge d'entraînement. Mais j'ai l'impression que, tu sais, quand tu pars comme ça en expédition, bien sûr, tu pars avant d'aller faire ton 20 km de ski avec le traîneau, je suppose que tu ne vas pas faire tes intervalles. Fait que tu dois avoir des cycles d'entraînement vraiment particuliers, atypiques. Comment tu réussis à rentrer la pratique de la course à travers ce quotidien-là d'expédition? Ouais, c'est spécial. Tu sais, j'ai... par exemple, avant une expédition, je vais arrêter de courir totalement, puis je vais prendre un peu de calories. On dirait que je vais sentir que j'ai besoin de me retrouver à l'intérieur, puis de penser à la grosse expédition qui s'en vient. Je vais préparer mes traîneaux. Je vais être beaucoup dans la préparation dans ma tête, tu sais. Et la course va prendre ça va être loin derrière, là. Ça va être vraiment loin. Puis, par exemple, là, ça fait environ 2 mois et demi, 3 mois que je suis revenue. Et là, je sens que, justement, ma phase de récupération d'expédition, elle vient de se terminer. J'ai repris les calories, mais aussi, je sens que je peux faire des tu sais, j'étais tellement fatiguée en revenant de l'expé que toutes les charges mentales, tout le travail mental, j'étais fatiguée. J'avais besoin de dormir là, vraiment pas longtemps après avoir lu un livre ou quand j'écrivais beaucoup de courriels, je me disais « Wow, c'est trop, faut que j'arrête ». Tout mon corps avait comme été soumis à un gros choc, l'expédition. Puis là, de revenir tranquillement. Je pense que le 3 mois était nécessaire. Puis tu vois, après la quarantaine, quand je suis revenue au Québec, je me suis là, blessée. J'ai eu une bursite au genou interne, au ligament interne des genoux. Puis justement, ça m'est jamais arrivé. Je me blesse très rarement. Puis là, je suis repartie trop vite. J'ai voulu faire... vraiment de la course. Je suis partie sur le Mont Hereford, puis là, je voulais faire des bonnes distances, mais bon. Fait que ça, il faut que je recommence tranquillement. Puis là, j'espère prendre un bon rythme de course. J'ai le Grand Raid de la Réunion en octobre. Ah ouais? Fait que je vais recommencer là, à suivre le fil des entraînements réguliers en trail. Est-ce que d'avoir... documenté les guerriers du Grand Raid en 2019. T'avais-tu couru ce voyage-là? Non, j'avais pas couru. Est-ce que c'est ça qui fait que tu veux y retourner pour là, le faire toi-même puis de revivre cette vie-là sur l'île au moment où tout le monde vit au rythme de la trail, j'ai l'impression, mais là, de le faire sur la ligne de départ? Tu sais, le Grand Raid de la Réunion, là, c'est une course... pour moi, je dirais que c'est à peu près la même... notoriété là, un peu que l'UTMB. Là. Je trouve que c'est tellement une course qui vaut la peine d'être courue. J'ai pas eu la chance de le faire l'année dernière, mais tu sais, je veux retourner là-bas parce que j'ai vu des volcans, des cirques, comme, je sais pas, tu sais, des cirques, c'est comme des espèces d'énormes bassins remplis d'arbres, remplis de rochers immenses. Puis on arrive dans ces endroits-là qui sont pas comme le Québec, là, qui sont totalement autre chose. Et moi, de voir cet endroit-là, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je revienne là, pour courir. Là. C'était trop de devoir juste filmer. Fait que là, cette année, ils m'ont invité à revenir et j'ai accepté. Là. J'étais heureuse. Par contre, je vais pas courir la plus grande. Je vais courir le Bourbon. OK. Ouais. La petite distance, c'est comme quand on parle de la CCC à l'UTMB comme étant la petite. C'est 100 quelques kilomètres et 6000 mètres, 7000 mètres de D+. Ah oui. Ouais. C'est un bon défi. Ouais. Ce que j'aime avec le fait que Vincent se soit mis au trail running, c'est que justement, là, on se challenge un peu. Là, en Gaspésie, il vient de courir d'ici, du camp de base jusqu'à Percé. Tu sais, c'était un itinéraire de 20 km. Puis je l'encourage là-dedans parce que c'est ses premières courses. Puis là, il va courir son premier 160. J'ai regardé une course, je sais pas si vous la connaissez, c'est le Rondane
100. Et ça se trouve à être en Norvège. Ça va être magnifique. Et là, il va courir sa première. Là, donc, je suis à fond avec lui. Ouais, on a un peu changé ensemble. C'est cool. C'est le fun. Il y a comme une influence de part et d'autre. Parce que je suppose que lui aussi, avec son passé ou son expérience d'expédition, ben peut-être qu'il est nouveau à la course en tant que sport comme discipline, mais il y a une endurance de base qui doit être phénoménale. Là. Ah ouais, non, mais c'est ça. Lui, ne courant pas vraiment, la course, ça lui a amené cet esprit-là de compétition, d'arriver au bout d'une ligne, tu sais. Puis maintenant, dans le futur, on va repartir, on va faire des distances ensemble en ski, puis on va essayer de battre on va faire des FKT, mais plus en ski. OK. Ouais. Ça va être intéressant. Je pense qu'on va revenir au Svalbard, puis on va essayer de faire des distances rapides. Là. En mode compétition. Ouais. C'est une façon, je trouve, ça fait longtemps que ça existe, les FKT aux États-Unis, puis c'est bien connu, mais on dirait que dans la dernière année, on en a vu beaucoup, que ce soit les plus médiatisés comme Mathieu, mais tu sais, je voyais dans les dernières semaines le tour de l'île d'Orléans à Québec, qui est mythique en vélo, où les gens qui partent moi, mes grands-parents font le tour en char, puis c'est leur sortie de l'année. Là, les gens le battent à la course, puis on a vu des Jeff Cochon battre Guillaume Barry puis Charles Castonguay. Yeah. On a vu Laurie Girard établir un temps féminin extrêmement impressionnant. Mais il y a comme de quoi de le fun en attendant les courses ou un complément des courses qui est un challenge, mais qui est différent parce que tu n'as pas l'esprit de course. Tu pars tout seul, puis tu as juste un temps en tête à tenter de battre, ou des fois, c'est même pas tant pour le battre que pour te donner une référence puis adapter le parcours. Mais il y a le fun de faire des FKT, mais il y a le fun de juste ouvrir la map sur le site puis voir les milliers de points rouges, puis te dire, ben je m'en vais là en voyage, il doit y avoir des sentiers le fun, puis tant qu'à chercher sur des sites de randonnée et tout, ben là, il y a des temps de référence qui sont peut-être pas battables du tout, mais il y a au moins des idées de sentiers. Là. Ah, c'est une façon de voyager, ici aussi au Québec, de regarder tous ces sentiers-là. Moi, ça me passionne de voir tous les gens qui se dépassent en ce moment chez soi, ou, tu sais, ça peut être... il n'y a pas de... Tu sais, j'en regardais, je pense... il s'est rendu qu'il y en a un peu partout. Là. Je voyageais à Coudjouac, puis il y a des sentiers, puis les gens, tu sais, c'est un peu passer le mot, c'est un peu donner au suivant aussi en laissant une marque, puis en disant comme, hey, pas game d'essayer de faire ce parcours-là. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis la période où tout le monde s'est retrouvé en COVID, ben c'est ça, c'était de se lancer des défis, puis d'être chacun chez soi, mais chacun, on pense aux autres en même temps. Tu sais, fait que... Mais je pense que la philosophie derrière les FKT est vraiment à l'image de la communauté trail, c'est-à-dire, oui, il y a la compétition, oui, il y a le temps de référence, mais tu sais, le monde établit ce nouveau record, puis là, il en tag d'autres, tu sais, médias sociaux, puis hey, allez l'essayer. Puis, alors qu'on dirait que dans d'autres sports, quand je parle à des athlètes qui arrivent de la course plus sur route, du triathlon ou d'autres sports, ben il y a cet aspect-là, j'ai battu le record, c'est à moi. Non, là, c'est comme, hey, j'ai battu le record, puis allez le battre. Allez vous amuser, puis ayez du fun. Ah ouais, j'adore. Ben là, je voudrais essayer celui à Hereford, là, il y a la traversée, je pense, qu'Alistair avait faite. Elle m'intéresse beaucoup, celle-là. J'ai envie de profiter un peu du monde québécois avant de repartir en expédition. J'ai envie de connaître l'été au Québec, c'est quoi? Ça fait longtemps que j'en ai pas profité. Fait que si vous avez des idées là, de prochains défis, moi, je suis partante pour ça. Écrivez à Caroline. Ouais. Tu disais que là, t'as la réunion qui s'en vient à l'automne. Cet été, tu vas être en tournage avec Anne qui tente la traversée de la Gaspésie. C'est quoi tes prochains projets dont tu peux parler? Ben là, en Norvège, dans le fond, moi, ça se concrétise un peu. Je m'en vais me marier là-bas en novembre. Wow. Ouais. Félicitations. Puis je suis devenue résidente. Donc, j'ai passé du temps en Norvège puis au Québec. La Norvège, c'est intéressant parce que, on le sait, les montagnes, c'est très... en tout cas, moi, ça m'attire tellement. Il y a Kylian qui est là-bas aussi. J'allais dire ça, tu vas dire bonjour à Kylian et Émilie. Ben oui. Je vais m'arranger pour aller courir une petite run avec eux. Mais non, c'est un milieu fantastique. Je comprends pourquoi il y a plusieurs coureurs qui sont situés là-bas. Les Norvégiens, c'est des brutes. Là. Ils parlent pas beaucoup. Là. Ils sont très humbles.
Mais c'est des coureurs là, vraiment impressionnants. Il y en a d'ailleurs qui commencent à se démarquer beaucoup là, dans l'équipe Salomon. Je crois qu'il y en a une qui est quand même assez impressionnante. Je me rappelle plus de son nom. Il y a Mimi Kotka. Il y a Mimi Kotka, suédoise. Suédoise, c'est Ouais. ça. Il y a Stian aussi, qui est norvégien. Exact. Mais en ce moment, j'ai l'impression qu'il se positionne beaucoup dans le skyrunning, le sky race. Ouais. Puis souvent, on voit ces athlètes-là progresser vers des distances ultra, mais Oui, t'as je pense raison. que le rapport au skyrunning est très fort aussi en Europe. C'est un sport qui est plus populaire qu'ici. Dans le temps, il y avait l'Ultra Trail du Mont-Albert, il y avait Ouais. une Sky Race et tout, mais sinon, là, on voit le QMT qui a intégré la Golden Trail Series, qui est une espèce de nouvelle version du skyrunning, mais les Norvégiens semblent extrêmement... En fait, les Scandinaves semblent extrêmement performants. Emily Forsberg, elle-même, C'est vrai. suédoise qui vit en Norvège, mais les montagnes là-bas, ça a l'air complètement fou, là. Oui, puis l'approche aussi à la course est différente. Là-bas, il y a vraiment beaucoup de moins de ravitaillement des fois dans les courses. Il y a beaucoup de... Tu sais, on peut pas avoir de pacer. C'est quelque chose que tu fais vraiment seul avec toi-même. Des fois, là-bas, le territoire, ça passe par des hauts sommets. C'est certain, il y en a. C'est vraiment découvert. Beaucoup de rochers. J'ai hâte, je vous en reparlerai. Là. Je vais essayer de faire mes premières courses là-bas. Mais encore là, je vais peut-être essayer de faire un défi qui est plus en Antarctique, là, retourner là-bas, mais en ski, puis essayer de battre un record qui a déjà été établi. C'est ma priorité. Je suis en train d'essayer de trouver des partenaires, mais tu sais, ça me coûte juste pour les billets d'avion 80 000. Donc, hein, tu sais, c'est là où j'en suis là, pour le moment. Peut-être arrêter de courir un peu puis faire plus de la recherche de fonds pour ce projet-là. Mais c'est ça, je suis en train d'essayer de trouver des partenaires puis ça prend toute la place dans ma tête. Fait que j'essaie de relier le trail running dans cette expédition-là parce que je sais qu'il va falloir que je donne tout puis que je sois rapide puis que, tu sais, je performe. Donc, c'est là où j'en suis. Ça devrait se faire en novembre aussi. Juste après le mariage, ciao, bye. Pas de honeymoon, mais un départ vers l'Antarctique si tout se passe bien. Ouais. Ah, c'est trippant ça. Puis y a-t-il des courses au Québec que tu n'as pas encore faites ou que tu veux répéter l'expérience? On est ici à Percé. T'as-tu déjà fait la Gaspésie? Ah, j'aimerais faire la Gaspésie un jour. Le territoire ici me fascine. Anne vient d'ici, elle, Anne Bouchard. Moi, je suis venue seulement 2 fois, donc c'est la 2e fois en ce moment. J'ai envie de découvrir ce terrain-là que je connais si peu. J'aimerais faire une course qui est nouvelle aussi le 1er juillet. Je pense qu'il y en a une. Le Trail des Chics. Oui. Donc, peut-être à découvrir. Sinon, ben, les mythiques Arcana, c'est là où moi, j'ai été amenée à vivre de l'aventure quand j'étais plus jeune. Ma famille, ils ont l'auberge, le relais des Hautes-Gorges. C'est juste avant le parc des Hautes-Gorges. Ouais. C'est un endroit pour moi qui me faisait vraiment sortir de ma zone de confort quand j'avais 5 ans parce que j'allais me promener. On faisait des feux avec mes cousines dehors l'hiver. Puis je comprenais pas. Mes parents n'étaient pas là. Puis je pouvais faire un peu ce que je voulais. Fait que j'ai commencé à aimer vraiment les Hautes-Gorges à cause d'eux. Et là, ben, Arcana, moi, à chaque fois que je passe par les sentiers, ça me fait revivre des instants très forts de ma jeunesse. Fait que je suis vraiment attachée à cette course-là. Je la fais depuis au moins... je sais pas, ça fait combien de temps là, que c'est... C'est leur 10e cette année, 2021. Moi, ça va faire peut-être 8 ans là, que je gravite autour d'Arcana. J'en ai manqué dans les dernières années, mais j'ai hâte là, de remettre les pieds sur les sentiers d'Arcana. Puis je pense qu'ils ont des beaux événements aussi cet été. Ils ont plusieurs personnalités là, qui viennent sur les sentiers pour présenter des aspects de la course. Il y a Anne, d'ailleurs. Ouais, fait que j'aimerais ça. Ils réinventent beaucoup leur offre, qui gravite autour de l'élément central qui est la course la fin de semaine en septembre avec les distances. Mais chaque année, ils rajoutent des choses. Cette année, il y a un nouveau 42 qui part de Saint-Siméon. Et ils commencent à tâter le terrain pour le Trans-Charlevoix l'an prochain, une course à étapes. Ils font, je pense qu'il est fort de l'année passée. Ils ont fort du succès du loup solitaire. Là. Maintenant, il y a des parcours balisés. J'ai même vu chronométrage sur place en tout temps.
pour le 10, le 28 à Grand Fond, puis au Massif aussi. Fait qu'ils font comme graviter plein de petits satellites autour de leur événement central, puis c'est beau ce qu'ils font, puis ils se réinventent. Puis je pense que ils s'adaptent. Ouais. tout ça dans l'optique de juste inciter les gens à aller jouer dehors puis à se surpasser. Là. Ah ouais, j'ai vécu des moments là, où j'ai appris beaucoup là, sur ces sentiers-là. Là. Puis ça me sert en XP, là, ce que j'ai appris sur Arcana. Là. C'est cool. Ouais. Cette jeunesse-là, tu dis, à passer dans le haut-de-gorge, ce sentiment de liberté-là, quand on est jeune, tu retrouves-tu ça dans le trail running puis dans les expéditions que tu fais? Ah, c'est sûr. Tu sais, l'instant présent où tu dis, OK, là, il y a quelque chose. Là. C'est comme ton cœur qui commence à battre un peu plus fort. Là. Des fois, c'est comme là, tu vois, c'est l'air marin qui nous fait vivre. On ne sait pas quoi, mais on dirait que c'est dans nos racines. On sent comme un souffle nouveau, là. Puis sur les sentiers, tu sais, quand tu ressens ça, juste en descendant une pente un peu plus vite ou en voyant, tu sais, un cerf qui s'en va vite dans la forêt ou juste en échangeant un regard avec quelqu'un qui est dans la même situation, tu sais, que nous, qui court devant ou derrière nous. Puis là, l'échange est là. Moi, c'est des choses qui me donnent envie de vivre de l'aventure, de vivre de la course. C'est mes instants préférés. Ouais, puis tu sais, je pense que j'ai hâte de le voir demain, de le vivre avec le Gaspésia, mais tu sais, c'est un parcours en boucle, aller-retour, aller, puis les gens se croisent. J'ai hâte de voir ça aussi, parce que souvent en course, tout le monde... Moi, je pensais que j'étais le seul qui se ramassait toujours tout seul entre l'avant, puis le mid-pack, puis le backpack, puis t'es tout seul pendant toute ta course. Tu te dis, voyons, on s'en où le reste du monde? Ouais. Là, ça peut pas arriver ici, parce que t'as du monde sur le 50, sur le 100, sur le 160. Ça se croise de tous bords, de tous côtés. Fait que j'ai hâte de vivre cette expérience-là aussi. Là. Comment tu te sens là aujourd'hui, là, en sachant que c'est demain le grand jour? Très, très zen. Je sais pas, c'est peut-être de la naïveté, je te le dirai après la course, mais pour l'instant, je suis très zen par rapport à ça. J'ai envie... Moi, cette année, mon gros objectif, ça va être mon premier 100 miles à Bromont. Wow! Fait que j'utilise la Gaspésie puis le QMT pas comme des runs d'entraînement, on s'entend, là, c'est beaucoup plus que ça, mais comme des tests de gestion de course. J'ai fait Arcanel 125. Je pense que physiquement, côté nutrition, ça a bien été, mais ma gestion de course, il y a des petites failles à aller corriger. Fait que je me dis, ces deux gigantesques défis, là, je les diminue pas, mais Gaspésia puis QMT 110, ça va être mes tests de gestion de course. Tu disais tantôt, l'attrait de courir léger, l'économie de temps. Je pense que j'ai fini plus d'1 heure au-dessus de mon objectif à Arcana, puis si j'enlève juste mes pertes de temps de ravito, je suis là. Je suis dans mon objectif pile. Fait qu'il y a ça. Puis je trouve que le Gaspésia, ben, il pardonne beaucoup plus. Hein, il y a 12-13 ravitaux sur 100 km. Fait que c'est quand même facile de courir un peu plus léger. Puis je vais avoir des tests. Là. Si j'ai le goût de m'asseoir à chaque ravito, je vais me botter le cul parce que let's go, gestion de course. Yes! Ben, j'espère te croiser de même parce que c'est... tu vas être avec plein d'autres gens aussi qui osent... C'est ce que j'aime. De me retrouver dans un événement comme ça, c'est des gens qui donnent tout un peu plus peut-être que ce qu'ils osent entreprendre, puis advienne que pourra. Puis moi, ça m'enchante là, d'être avec vous. Il doit y avoir quoi, environ 1600 coureurs? Je pense que vu avec le contexte de la COVID, je pense qu'ils ont limité certaines inscriptions qui ne sont pas rendues à pleine capacité. Je ne sais pas le chiffre exact. Jean-François pourrait nous le confirmer. Mais il y a certainement au-dessus de 1000 personnes en ce moment à Percé qui sont là pour la course, que ce soit pour courir ou que ce soit pour accompagner. Là. Mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'on est un peu... on est un peu avant la période touristique. Donc, en ce moment, à Percé, ça vibre au rythme de la course dans un contexte COVID, mais quand même, tu sais. Les gens qui sont là, ça s'envoie à la main, puis tu vois que c'est tous des coureurs, des coureuses. Hein. Ouais. Ah, c'est une belle communauté. Oui, vraiment. On est chanceux. Oui, vraiment. Ben, merci beaucoup de ton temps ce matin. C'était extrêmement intéressant de sortir moi-même de mes sentiers battus. On va parler de trail seulement. On a parlé de trail, mais on est allé dans des zones différentes. Puis je te le dis, je te le répète, moi j'adore ce que tu fais, tes documentaires. Je trouve que ça a une portée qui est super intéressante pour le plein air en général, mais pour notre communauté de trail aussi. On le sait, là, moi je le disais quand j'ai commencé à m'intéresser à la trail, ben, tu regardes des documentaires, ça a un impact immense sur les gens qui se mettent à écouter ou à pratiquer notre sport, puis de comprendre. Puis ça a une vocation très forte, les documentaires, puis de
documenter ça, de mettre la caméra quand ça va mal, puis de voir des gens souffrir, mais surmonter cette souffrance-là, puis accomplir des grandes choses. J'ai hâte de vous le dire quand le documentaire d'Anne va sortir du projet Caribou. C'est sûr que je vais t'envoyer ça dès que ça sort. Puis nous, de notre côté, le projet Le Dernier Glacier va sortir en octobre. Donc, dans quelques mois, je t'écrirai aussi pour t'envoyer ça. Certainement. C'était un défi un peu différent d'adapter ton documentaire, mais à des épisodes. Là, je pense que tu disais 6-8 épisodes plus courts. Donc, le format, faut-tu que un documentaire, t'as un début, un milieu puis une fin. Là, t'as un peu ça, mais à l'échelle de chaque épisode. Ça a été un défi? C'était vraiment de la nouveauté. Ouais. Là. C'était pour moi de parler beaucoup devant la caméra aussi, de raconter des choses. Je suis vraiment plus dans montrer ce que je ressens, le feel, tout ça. Puis là, il fallait que je m'exprime puis que j'en parle. Puis c'est un peu ça qui fait que ça montre un peu comme mon ressenti. Donc, j'essayais de communiquer un peu plus. Mais ouais, c'était spécial. Mais je suis contente du résultat. J'ai hâte de le montrer. Ouais. Tu t'es challengé. Oh oui, ça, c'est sûr. Moi, je t'amène tout le temps avec mes questions éclair NAC. Okay. Donc, c'est 10 questions à répondre le plus rapidement possible. Anne Bouchard et Maïka Lamoureux, à égalité, ont le record overall et le record féminin en 14 secondes. Donc, 10 questions, 14 secondes, c'est rapide. Dominique Gladu-Despatie, que je viens de voir passer derrière toi tantôt, qui est apercé au camp de base avant son 100 miles, a le record masculin en 17 secondes. Donc, je sors mes questions, je sors mon chrono. Tu me dis quand t'es prête, puis on se lance là-dedans. C'est le genre de truc qui me stresse trop, tu sais. Ah, mais faut pas. OK. Prête? Ouais. Route ou trail? Trail. L'Arctique ou l'Antarctique? Arctique. Été ou hiver? Hiver. Monter ou descendre la montagne? Monter. Question NAC, saveur amande chocolat ou banane chocolat? Ou banane chocolat. Ours polaire ou phoque? Ours polaire. Sentier roulant ou technique? Technique. Sucré ou salé? Salé. Voilier ou canot? Canot. Guadeloupe ou Réunion? Réunion. 20 secondes. Oh, Très mon Dieu. fort. 14 secondes, les filles. Ouais. Wow. Mais je t'avoue qu'à 20 secondes, tu aurais eu le record de l'époque Zoom parce que Marianne Hogan, que tu connais, a eu le record pendant des mois. J'ai nommé son nom à chaque épisode. Puis à un moment donné, quand je me suis tombé en entrevue en face à face, ben là, le petit délai Zoom a changé la donne. Puis les records tombent semaine après semaine. C'est bon. Hey, je vais aller écouter l'épisode de Marianne Hogan. C'est une fille qui me passionne. Donc, je savais pas que tu l'avais interviewée. Oui, je l'ai reçu, l'épisode 29. Puis présentement, je voyais qu'en ce moment, on en parlait lors de l'épisode qu'elle a fait les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques avec une triathlète aveugle. Ouais. Puis je voyais qu'elle était à Vancouver récemment pour s'entraîner. Puis là, son taux Espagne, Portugal en ce moment pour ça. Donc, c'est le fun de voir. Elle m'en parlait en disant, je sais pas si tout ça va avoir lieu, je sais pas si les Jeux olympiques. Ouais. Là, ça se passe, elle doit s'entraîner. Donc, salut à Marianne qui va peut-être écouter ça. Wow, cool! Merci beaucoup, Caroline. Merci. Puis, profite bien demain, puis je vais penser à toi. Parfait. Puis au moment de la diffusion, je pourrais ajouter en fin d'épisode de dire ça a-tu marché ou ça n'a pas marché, ma gestion de course. On verra, mais au moment que ça va être diffusé, on va savoir si je me suis rendu à percer. À voir. Comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC qui est fidèle au poste depuis l'épisode 1. Donc, on est rendu à 46 quand même, puis ils sont là depuis le début. Donc, merci à William, à Nico qui a quitté NAC récemment. Puis j'en profite pour faire un petit message pour remercier Nico. Là. Je pense que ça fait quelques semaines que ça avait été annoncé, qui s'en va chez On Running. C'est un gars qui est exceptionnel, Nico. Puis il a été l'architecte de ce partenariat-là entre NAC et Pas sorti du bois. Ça se poursuit avec William, Mine et toute la gang, mais j'envoie juste un petit hommage Nico. à Nico. On l'aime tous. S'il y a bien quelqu'un qui représente notre communauté, c'est Nico. C'est Nico. Donc, voilà, l'hommage est fait. Merci à toi, Caroline. Merci. À tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.